Vous écoutez l'émission spéciale d'Haïti au Québec, quelques parcours de femmes avec Darnley Dubois. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM à Montréal. Darnley Dubois avec vous pour environ les 20-25 prochaines minutes, toujours dans ce beau projet de livre qui existe déjà, le livre d'Haïti au Québec, quelques parcours de femmes. Alors, vous avez déjà eu la chance d'entendre deux femmes se prononcer en lien avec leur parcours. Et aujourd'hui, nous rencontrons la troisième, pour clôturer ces podcasts, la troisième jeune femme avec qui nous allons échanger. Bienvenue sur les ondes, Angela. Merci. Ça va bien? Oui, et toi? Ça va bien, merci. Donc, merci d'accepter de participer à ce projet. Avec plaisir, vraiment, j'ai apprécié l'expérience, donc ça me fait plaisir. Super. Donc, Angela, vous êtes née en Haïti et arrivée au Québec à l'âge de 8 ans en 1999, c'est bien ça? Oui, on a quitté en août 1999 pour être exact. OK. Donc, d'aussi loin que votre mémoire vous ramène, quel est votre meilleur souvenir d'Haïti? Sur le plan alimentaire, donc je pourrais dire la nourriture, vraiment, c'est ce qui me manque le plus. Okay. Parce que les saveurs d'Haïti, on ne les retrouve pas au Canada. Donc, je peux me rappeler et aussi les fruits exotiques, donc le quenep. Donc, ces choses-là, ça me manque beaucoup parce qu'on ne peut pas aller se le procurer au Maxi, au Provigo. Ils n'ont juste tout simplement pas. Et aussi, c'est la dynamique qui me manque. Parce que en étant au Canada, la famille est dispersée. Donc, avant qu'on était tous en Haïti, on avait une certaine proximité. Donc, la dynamique familiale est différente au Canada. Donc, on a chacun nos cocons. Donc, vraiment, sur le plan alimentaire, c'est les saveurs exotiques. Et côté famille, c'est vraiment la proximité qu'Haïti permet d'avoir. Et même si qu'il y a les réseaux sociaux, on peut garder contact. C'est pas la même chose. C'est pas la même affaire parce que là, on ne peut pas se lever, aller chez un tel ou quelque chose, va avoir tout le monde à ton anniversaire. Donc, tu dois sélectionner ceux qui sont là et tout. Donc, tandis qu'avant, tout le monde était vraiment là pour célébrer un moment important dans ta vie, que ce soit ton anniversaire, la communion. Ta réussite, c'était en famille. Tes célébrations, c'était en famille. Donc, le côté familial, c'est vraiment, même si j'étais jeune, j'ai quand même grandi pendant tous ces 8 années à voir toutes mes cousins et cousines. On a les photos qui les montrent en souvenir qu'on était tous ensemble, rassemblés pour célébrer un tel ou bien l'autre cousine et tout. Donc, ça me manque un peu beaucoup, on va dire. Donc là, maintenant, vous êtes au Québec. Oui. Vous avez eu la chance de consulter le livre d'Haïti au Québec qui retrace le parcours d'une centaine de femmes, justement, qui ont, comme vous, beaucoup plus tard pour certaines, quitté Haïti. Elles se sont établies ici au Québec. Donc, quelles sont vos premières impressions par rapport à ce livre? Qu'est-ce que vous avez retenu? Au fait, pour tous les parcours de ces femmes, j'ai retenu que la femme haïtienne est vraiment vaillante, qu'elle a persévérance, parce qu'elles ont été souvent des pionnières dans leur domaine, comme Madame Marie-Claude Vieux, qui était dans le monde vraiment de l'incarcération et tout, ou bien Madame Rose-Marie Gauthier qui était dans la vie associative. Donc, elles ont tous été persévérantes, des pionnières, et qu'elles ont pris vraiment le risque de recommencer tout. Donc, c'est pas facile. Déjà, là, qu'on est au Canada, on calcule beaucoup pour juste changer de ville. Donc, imagine aller outre-mer, venir au Canada. Donc, ces femmes-là, ils ont beaucoup de résilience. Donc, et j'ai remarqué aussi qu'ils sont des piliers de la famille, comme on va dire Madame Mireille Neptune-Anglade qui a dû recommencer, qui après toutes ses études, en plus d'être mère de famille, elle a pu se rendre jusqu'au 3e cycle, donc faire son doctorat. Donc, des piliers pour leur famille, et en même temps poursuivre leur carrière professionnelle, c'est bien. Et qu'elles ont vraiment, ce que je retiens aussi, c'est qu'elles avaient une certaine aisance à jongler entre la vie de famille et la vie professionnelle. Et donc, ils n'ont pas nécessairement dit abandonner ou bien
attendre que leur mari leur amène ou change les choses pour eux. Elles ont pris de l'avant, elles ont été je peux appeler ça un peu comme de l'innovation, ils ont innové dans leur vie, ils ont eu beaucoup d'initiatives. Oui. Donc, leur parcours m'ont inspirée parce que ça montre vraiment la résilience de la femme haïtienne. Et c'est un livre qui a environ une centaine, comme je le disais un peu plus tôt, environ 103 parcours. Et dans le cadre de ce projet, les 2 autres femmes qui ont été interviewées, elles ont contribué, comme tu me disais, à leur façon dans l'économie québécoise. Elles se sont intégrées en démarrant des projets ou en faisant avancer, en militant pour des causes sociales. Donc, entre autres, si on pense à Madame Télisa Léonard, que j'ai rencontrée, que également vous avez eu la chance de rencontrer aussi. Alors, Madame Télisa Léonard, elle a ouvert un centre communautaire, La Patience, quand même il y a 33 ans. Ouais. Et elle est encore à la tête de ce centre communautaire. Donc, il y a de plus en plus de services qui sont offerts aux gens qui résident dans le quartier Saint-Michel. Donc, elle est encore la directrice générale. Le parcours également, nous avons eu la chance d'échanger avec Madame Philoctète. Madame Philoctète, qui est l'instigatrice du livre, qui nous a aussi offert un bel échange. Elle a réalisé des projets d'envergure dans plusieurs domaines. Donc, elle est vraiment très, très bien implantée, très bien intégrée. En quoi le parcours de ces 2 femmes-là vous inspire? Tout d'abord, parce que moi, lorsque j'ai échangé avec ces 2 dames, grandes dames, je peux en quelque sorte dire qu'elles ont été avant-gardistes parce que Madame Léonard, quand elle expliquait comment elle a démarré justement son association pour aider pour les gens qui n'avaient pas de nourriture pour prendre leur lunch. C'était dans sa cuisine, donc, et elle n'avait pas encore eu les fonds, donc elle a commencé à collecter de l'argent à gauche, à droite pour pouvoir mettre de la nourriture dans le réfrigérateur, puis les gens pour les approcher, pour dire si tu n'as pas de nourriture, viens manger à la maison. Donc je trouve qu'elle a été avant-gardiste. Maintenant, il y a beaucoup d'associations qui sont bien organisées, qui font ça, mais elle est partie de rien. Puis pour qu'elle se rende où qu'elle est rendue, je trouve que c'est vraiment, elles ont été avant-gardistes. Et je peux dire également, elles ont été innovantes. Je pense que l'innovation, c'est pas uniquement relié à la technologie. Elles ont innové dans leurs domaines respectifs. Donc, je trouve que l'avant-gardisme, elles étaient des visionnaires. Donc, c'est ça que j'en retiens de leur parcours respectif. Et j'ai vraiment... ça m'a donné plus l'envie de m'impliquer davantage. En parlant, je me dis, c'est bien de... Parce que c'est l'ancienne génération, donc la relève devrait être capable d'avoir cette même envie de donner aux suivants, au fait. Je crois que leur envie de partager, de souci d'autrui, les a motivés. Les beaucoup. 2 l'ont, hein? Ouais, exactement. Sans se connaître, elles ont quand même des caractéristiques communes. Exactement. Donc, elles se soucient beaucoup de l'autrui. Donc, lorsque tu penses à l'autre et que le besoin à satisfaire le besoin de l'autre, à aider ton prochain. Donc, c'est plus facile de faire des choses qui ont vraiment un impact pour la communauté. OK. Donc, elles sont quand même inspirées. Exactement. C'est très bien. Si on parlait un peu d'Angela. Angela, elle a quand même un parcours déjà elle-même. Moi, je considère qu'Angela, elle est jeune. Donc, Angela, elle a déjà son parcours de vie qu'elle a commencé. Elle a un parcours académique surtout. Donc, doctorante en administration, gestion de projet, c'est bien ça? Oui. Donc, peut-être nous parler de votre parcours. Donc, le secondaire est terminé. Qu'est-ce qui a motivé vos choix pour aller au cégep? Qu'est-ce qui a motivé votre choix d'études pour la maîtrise et maintenant de poursuivre jusqu'au doctorat? Prenez le temps qu'il vous faut. La parole est à vous. Merci, Darnie. Au fait, mes études secondaires, je les ai faites en création littéraire. Donc, j'étais à l'école secondaire publique de La Salle. Moi, l'art, j'ai vraiment aimé ça. J'ai même, à 17 ans, j'ai gagné mon premier concours de super auteur. C'était une nouvelle... on appelle ça les short stories, donc c'est ça le style au fait. Et j'ai gagné la première catégorie par Michel Lacroix, qui est un auteur quand même réputé au Québec. Et vraiment, c'était mon premier accomplissement. Mais par contre, au fil du temps, lorsque je me rapproche de la graduation du secondaire, je vois que c'est l'option de devenir, je ne serais peut-être pas la prochaine J.K. Rowling ou quelque chose du genre. Grande écrivaine. La grande écrivaine de l'époque. C'est quand même ma passion d'écriture. J'ai décidé d'appliquer non seulement en écriture, mais d'aller à Telfair. Donc, j'ai appliqué à l'Université d'Ottawa, mais dans l'école de commerce. Donc, gestion internationale,
la comptabilité et j'avais aussi l'option d'écriture. Lorsque j'ai été acceptée à tous les endroits, dans les 3 programmes, j'ai eu à faire un choix. Et là, je me suis dit, la gestion internationale, ça me permettrait de voyager parce que quand j'étais petite, je parlais avec des membres de la famille, comme en tant que bonne haïtienne, patriote et tout. Je me disais que je voulais, ça c'était mon rêve d'avant, je voulais changer mon pays, apprendre pour aller changer mon pays. Donc, je voulais pas être le cerveau qui... Donc, parenthèse, Haïti est toujours dans votre cœur. Haïti restera toujours dans mon cœur. Peu importe ce qui se passe, ça va rester toujours dans mon cœur. Je suis une haïtienne, peu importe l'histoire, je crois que elle va relever de ses cendres. J'y crois encore fortement. Donc, vous pourrez aider un jour. J'espère. Donc, à la base, je me disais, OK, je devrais faire quelque chose qui pourrait aider mon pays. Parce que je voulais toujours revenir. Je disais ça à ma mère. Moi, j'ai étudié et après ça, j'irai retourner en Haïti. J'ai aidé à reconstruire Haïti. C'est sûr qu'au fil du temps, j'ai remarqué que je comprends pourquoi toutes ces femmes ont pris l'exil, au fait. Et leur parcours, ils ont dû... mettre à profit leur talent ailleurs, au Québec, et non en Haïti. C'est les circonstances fait qu'elles n'ont pas pu évoluer. Et donc, c'est sûr que ça aurait été plus difficile pour quelqu'un qui est déjà au Québec de retourner en Haïti, qui ne connaît pas la réalité d'Haïti. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais aller en gestion internationale. Donc, j'ai accepté d'aller en gestion internationale au bac. Dans ce programme, par contre, à la 3e année, il fallait faire un échange étudiant. Et comme ma tante, elle était enseignante en Haïti, elle est décédée malheureusement, ma tante Ghislaine, elle parlait toujours de la France. Vraiment, quand j'étais jeune en Haïti, elle revenait avec les petits souvenirs de la Tour Eiffel et tout, et elle disait comment c'est des lettres, et elle avait vraiment une bonne éloquence. Donc, quand j'ai eu à choisir le pays que j'allais comme j'allais faire mon échange étudiant, je me suis dit direct, c'est la France. Parce que ma tante, quand j'étais plus jeune, même en Haïti, elle parlait tellement de la France d'une certaine façon, même quand il y avait la Coupe du Monde. Tu sais, la majorité des Haïtiens sont pour l'équipe du Brésil, comme si les Brésiliens sont... Mais pas elle. Elle, c'était la France. Donc, je me suis dit, j'irai en France. En plus que c'était relié avec l'écriture et tout. Donc, je me suis dit, j'ai trouvé un programme, peut-être si j'ai du temps, je pourrais aller à Paris pour suivre un peu des choses littéraires, parce que l'écriture est toujours en moi. Ça, c'est quand même un projet que je voudrais faire plus tard. Et donc, j'étais à l'école de commerce Kedge Business School. À l'époque, c'était l'école de Bordeaux. Ça s'appelait BEM, Bordeaux, BEM. Je me rappelle pas pourquoi le EM, mais donc, j'étais à cette école-là. Et c'est à cette école que j'ai vraiment eu la piqûre d'entrepreneuriat. Donc, c'est un échange obligatoire. C'est des cours. C'est des cours. Donc, je dois suivre un cursus académique aussi en France. Donc là, j'étais déjà vraiment, comment on va dire, book-wise, donc vraiment orientée sur le par cœur et la gestion de management en général, côté Canada. Donc, ils veulent qu'on puisse être capable de gérer avec différentes cultures. Donc, c'est pour ça qu'ils nous poussent à aller à l'étranger. Et lorsque j'étais à la base, j'ai eu un cours qui s'appelait Repas d'affaires. Et ça m'a donné la piqûre. Repas d'affaires. Exactement. Donc, ils nous mettaient dans un contexte qu'on avait des entrepreneurs comme des investisseurs. Et le premier cours, on se préparait notre projet pendant 2 semaines. C'est des cours qui duraient 3 semaines. Donc, on préparait pendant 2 semaines notre projet. On montait notre dossier, donc notre plan d'affaires. Et arrivé le jour c'est un peu l'examen, on fait un repas. On va dans l'école à installer comme si un restaurant avec différentes équipes, avec des investisseurs dans notre domaine. Donc, il fallait parler. Pitcher, mais même pas pitcher, c'est ce qu'on a compris parce qu'on n'a pas nécessairement eu notre investissement, malheureusement. Il fallait susciter l'intérêt pour qu'ils puissent venir à notre présentation après. Pour écouter notre projet, pour faire le pitch. Donc, c'était de vraiment débuter le pitch, mais sans trop en donner. Donc, c'est intéressant. Donc, ce repas d'affaires, oui, c'est excellent. Ça m'a donné l'envie d'aller dans l'entrepreneuriat. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui m'intéresserait là-bas. Donc, quand je suis revenue de France en mai 2013, j'ai été voir conseillère académique et tout. Je lui dis, je crois que l'entrepreneuriat m'intéresse, mais je veux juste m'assurer. Donc, elle m'a fait faire un test de compétences et tous les tests. Et l'entrepreneuriat était effectivement dedans. Donc, j'ai rajouté une année à mon bac. Au lieu de finir en 4 ans, j'ai fini en 5 ans parce que j'ai fait un double bac. Donc, j'ai 2 diplômes de l'Université d'Ottawa en bac, en commerce, sciences commerciales.
Et à la fin, en 2015, c'est comme si ça m'a pas suffi. En 2015, je gradue. Quelques mois après, je crois que j'ai eu mon diplôme en juin. En juillet, je me dis, j'ai appliqué comme toute personne qui est diplômée. Mais je me dis, mais je pense que je voudrais apprendre plus. Donc là, en juillet, je décide d'envoyer ma candidature à l'université de Laval en gestion de projet. J'ai regardé les différentes maîtrises, mais vraiment la maîtrise qui m'a intéressée, c'était la gestion de projet parce que c'est relié aussi avec l'entrepreneuriat. Parce que la gestion de projet se retrouve partout. Oui, oui. Donc, je me suis dit, j'ai tenté ma chance avec l'Université Laval. Déjà que même si j'avais des bonnes notes, mais le niveau qu'ils demandaient était comme encore plus élevé. Donc moi, quand j'ai écrit ma lettre, j'ai pas écrit pour dire « Ah oui, j'ai les notes ». Je me suis vendue. J'ai dit « Oui, les notes au début de mon parcours étaient plus basses. Mais si vous voyez l'évolution, vraiment, c'est juste en flèche. Et donc, je sais que j'ai excellé dans votre programme. Donc, il faut que je me donne ma chance pour que je vous montre que j'ai excellé dans votre programme. » Et ils m'ont accepté. Bon, super! Et j'ai quand même réussi avec une très bonne moyenne dans ce programme. Donc, j'ai pu retourner en échange encore. C'était pas obligatoire. Donc, je me suis dit, je fais rien à Québec et tout. Donc, je vais aller à l'international pour avoir un profil international encore. Donc, j'ai été au Danemark. OK. Culture totalement différente. Tandis que mon échange en France, c'était bien côté académique, mais l'intégration était plutôt difficile. Au Danemark, c'était totalement le contraire. Tandis que les Danois, ils ne parlent pas aux gens. Et nous, la première journée, ils nous ont avertis, ils ont dit, des gens qui sont autour de vous, ce sont eux vos amis, parce que les Danois, ils ne vont pas s'ouvrir à vous. Ils n'aiment pas les amitiés de courte durée, et ils aiment le long terme. Donc, ils ne vont pas prendre la peine, sachant que vous allez partir. Donc là, je me suis dit, ça va être difficile, mais ça a été comme la meilleure expérience, parce que c'était tout le contraire. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup côté entrepreneuriat encore, et dans l'internationalisation. OK. Et quel projet qu'on fait au Danemark comme ça? Tu sais, le Lego vient du Danemark. Donc, ils parlaient de ça. Ils parlent de ça. Ils ont même parc d'attraction de Lego, tu peux aller et tout. Mais vraiment, au Danemark, ils sont très... Comme tu sais, ils sont scandinaviens, ils sont très socialistes. Donc, les cours étaient un peu orientés comme ça. Comme quand on apprenait le marketing, c'est du marketing social. Donc, on devrait pas influencer le bench-washing, comme la surconsommation, l'hyperconsommation. Donc, il y avait des nuances comme ça, un peu. OK. Donc gestion de projet. Gestion de projet. Maîtrise. Ça, c'est gestion de projet, gestion stratégique de projet à la maîtrise. Avec profil international au Danemark, à l'école, à l'université de Aarhus. Même pas la Puis les cours étaient en anglais? Juste comme ça? Juste en anglais. Donc, en fait, en plus, j'ai pris une chance parce que le Danemark, c'était même pas mon premier choix. Moi, mon premier choix, c'était la République tchèque. D'accord. Et là, j'ai mis République tchèque, États-Unis, France, et 5e choix, Danemark. On sélectionne, on dit oui, vous avez été accepté, mais au Danemark. Et là, je dis, mais comment ils prennent mon 5e choix, au fait? J'étais déçue, mais je crois que c'est comme vraiment... Mais c'est bien de se lancer comme ça dans l'inconnu et d'aller vers l'autre. Aussi. L'inconnu, c'est vrai. C'est prendre le risque. Exactement. J'aime ça vraiment aller parce qu'on peut bien voyager pendant 2-3 semaines, mais on ne va pas apprendre la culture de l'autre. Donc, il faut vraiment s'immerser pour être vraiment quelqu'un qui est vraiment, comment on va dire, indigène au milieu. Donc, on est intégré dans le milieu. Donc, pour adopter leur façon de faire, leur approche. C'est une bonne façon. Il se trouve qu'en étant dans la gestion internationale et sur la gestion de projet, ça m'a permis de comprendre beaucoup plus les différentes personnalités des gens. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez Edward Halls, il parle des différents... le haut contexte et bas contexte. Au Canada, on est dans le bas contexte. Donc, time is money. Donc, c'est toujours dans l'hyperconsommation. Tandis que dans d'autres pays, ils vont accorder beaucoup plus d'attention à la relation, comme dans les Amériques, les pays latins et tout. Donc, ils n'ont pas l'importance, c'est pas aux mêmes affaires quand on fait affaire ou bien quand on fait les projets. Donc, c'était important pour moi de voir quelque chose d'autre que la France, parce que la France se rapproche quand même beaucoup du Canada. Donc, d'autres contextes. Et donc là, la maîtrise termine. Est-ce qu'on va travailler ou on continue au doctorat? J'ai commencé à travailler et malheureusement, je ne suis pas restée. J'étais à Québec, j'étais avec Sécurité publique. Ils m'ont offert un poste direct. En fait, même pour ce poste-là, c'était une chance. Pour pouvoir juste graduer, je devais faire un stage. Et mon stage devait commencer en janvier. Et je suis revenue du Danemark en décembre.
Donc, décembre 2016, et je devrais commencer en janvier 2017 à travailler pour pouvoir valider mon diplôme. J'avais pas fait tout le processus. Au fait, j'ai fait le processus, mais personne ne m'écrivait. Donc, j'ai vu un poste, et donc j'ai appelé Sécurité publique. J'ai dit, je voudrais vraiment être stagiaire avec toi et tout. Donc, je l'ai relancé plusieurs fois. Elle a dit, OK, viens faire une entrevue. Et là, je me suis vendue comme jamais parce que j'avais pris un cours en France, en plus de comment se vendre et tout. Et ils m'ont accepté le 16 janvier. La session était déjà commencée. J'étais une exception. Donc, ils m'ont accepté et ils ont adoré. J'ai vraiment mis en application ce que j'avais appris dans mes cours. Mais par contre, je ne suis pas restée. Je suis revenue en Outaouais. Et c'est lorsque je quittais ce travail que j'ai réalisé que ce qu'on apprend à la maîtrise, c'est bien, mais c'est que le début de l'iceberg. J'ai appliqué pour d'autres postes. J'ai commencé mon entreprise. J'ai commencé une agence de consultation. Puis je me dis, je vais faire des diagnostics pour les entreprises et tout. Et j'ai été faire un processus avec Compétences Outaouais. C'est comme ça, la personne qui me donnait ma formation m'a donné mon premier contrat direct sur le champ. Et j'ai appliqué aussi pour le doctorat. J'ai contacté les gens de Québec. Je me suis dit, je voudrais avoir des lettres, mes anciens professeurs, parce que je veux faire le doctorat. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je veux faire le doctorat. Et pour faire le doctorat, il fallait avoir un projet. Et moi, mon projet, comme Haïti a toujours été dans ma tête, j'ai dit, je voudrais faire un projet, faire la gestion de projet par rapport à comprendre la corruption. Parce que je trouvais toujours comment ça fonctionne, les 10 de corruption. Je dis pourquoi les projets au Canada, même s'il y a des retards, il y a des ci, il y a des ça, c'est jamais de la corruption. Pourquoi Haïti, c'est dans les pays étrangers, c'est pas considéré comme la corruption. Donc, je voulais faire la gestion de projet reliée à la corruption. Il y avait déjà un étudiant qui faisait ça et heureusement, j'ai été acceptée grâce à ce projet, j'ai été acceptée au doctorat avec une bourse d'entrée directement. Mes études étaient payées. Parce que comme j'avais écrit dans ma lettre d'admission à l'université pour la maîtrise, que j'allais les montrer que j'allais exceller, j'ai vraiment excellé. Donc, ils m'ont donné une bourse d'admission directe au doctorat pour payer les études. Donc, quand je suis arrivée au doctorat, j'ai parlé avec quelqu'un. Mon premier cours, déjà, je voulais abandonner parce que il me demande c'est quoi l'épistémologie. Donc, oui. Donc, j'avais on va dire, je pensais que ça allait être vraiment tout rose, que j'allais parler de la gestion de projet, mais quand j'arrive, il faut aller dans le fondement de la connaissance. Donc, d'où sort la connaissance? Comment on fait la connaissance? Parce que c'est ça le doctorat, c'est créer des théories. Donc, elle me demande, premier cours, en après-midi, j'arrive, c'est quoi l'épistémologie selon toi? Moi, je regarde le mot, je suis comme, je sais même pas c'est quoi et tout. Mais maintenant, je sais, c'est l'étude de la connaissance, mais avant, je savais pas. Donc, je me dis, oh mon Dieu, c'est pas pour moi. Je pensais que c'était la gestion de projet. Je pensais pas qu'on avait parlé de philosophe et de ci et tout. Mais j'ai persévéré et c'était bien. Et maintenant, je sais que je fais ce qui est bien parce que j'apprends et tout ce que je fais maintenant, je pourrais l'appliquer dans ma carrière. Donc là, je vais l'appliquer je vais lancer mon propre software et je vais le mettre à la relève. Donc, je veux faire une association. C'est pour ça que je dis que les madames m'inspiraient parce que je voudrais faire une association. Justement, j'ai déjà trouvé le nom et le V qui va aider la relève. Donc, ça va être pour préparer la relève à s'impliquer. Et ça, c'est grâce à la gestion de projet et à tout mon parcours que je... Donc, finalement, il y a une légère, je dirais, bifurcation parce que qu'est-ce qui arrive avec la corruption? Parce que là, moi, la corruption, je l'ai abandonnée. Peut-être que ma directrice de thèse m'a dit, mais tu débutes ta carrière, pourquoi? Et là, je me suis dit, OK, c'est vrai. Bye. Et c'est très bien. Et là, vous partez sur un projet, vous allez démarrer une application qui va servir à la relève. Ouais, ben c'est 2 projets distincts, mais je veux montrer avec mon parcours à la relève qu'il faut croire à l'éducation, il faut pousser. Parce que avant, quand moi j'étais plus jeune, l'éducation, les quantités d'intelligence, c'est comme elle est nerd, elle est square. Donc, on a tendance à vouloir ne pas pousser plus parce qu'on veut être cool. Donc ça, je voudrais aussi que mon parcours puisse inspirer également la relève. Et Madame Philoctète, dans son entretien, n'a pas arrêté de répéter que l'éducation est importante. C'est vrai. Parce que ça nous ouvre, ça ouvre l'horizon et on peut analyser davantage. Je trouve qu'en tant que gestionnaire, en gestion de projet à la maîtrise, et comment je regarde la gestion de projet au doctorat, c'est complètement différent. Là, je vois la complexité de la gestion de projet, tandis qu'avant, j'appliquais des méthodes et des théories que d'autres personnes ont écrites, mais qui n'ont pas nécessairement été prouvées que ça allait aider le succès des projets. Bon. Donc, alors, Madame Angela, vous avez eu quelques expériences de travail. Oui. Vous avez un parcours académique qui est déjà riche.
Je suis certaine que vous avez déjà entendu parler des différents programmes de gestion de la diversité qui existent. Oui. Il y en a au niveau fédéral, provincial, municipal, les entreprises en ont, etc. Ouais. Selon vous, est-ce qu'il faudra militer davantage pour la place de la femme noire ici au Québec? Tout à fait, quand on est stigmatisé. Encore même donc. jusqu'à présent. Et je crois que si on ne milite pas et on ne se bat pas pour nos droits, et je crois qu'on a quand même contribué pour les droits des femmes, mais jusqu'à présent, les femmes, on exclut les femmes noires. Donc, il faut militer pour ça. Et c'est à deux niveaux, au fait. De part, parce qu'on est stigmatisé, la femme noire est stigmatisée par l'ethnie, à notre couleur de peau. Et après ça, parce qu'on est femme, notre genre. On va dire qu'il faudrait être capable d'accepter que la femme peut apporter autant milieu professionnel ou bien même associatif que l'homme. Après ça, il faudrait oublier les couleurs. Parce que là, on nous limite. Tout à fait. Et on est toujours en train de chercher à avoir une certaine constante validation et approbation des gens. Donc, il faudrait laisser tomber ça. On n'a pas besoin de prouver pourquoi les autres, lorsqu'ils travaillent, ils n'ont pas besoin de justifier leurs compétences ou leurs connaissances. Et nous, on doit justifier, avoir 10 000 choses sur notre CV pour montrer qu'on est apte à travailler. Ce que vous dites complète tellement les deux autres entretiens de Mme Léonard et Mme Philotette. Vraiment, ce sont des dames qui sont arrivées ici il y a longtemps, dans les années 60, 70. Vous êtes arrivée en 2009, nous sommes en 2022 et on parle... 99. 99. Vous êtes arrivée en 99, nous sommes en 2022 et on parle encore des mêmes enjeux. Exactement. C'est un cercle vicieux. On dirait qu'il faut être capable de briser parce qu'on est marginalisé au fait. Voilà. Donc, on continue à travailler fort. En terminant, avez-vous un conseil à donner aux jeunes filles québécoises d'origine haïtienne? Oui, je trouve que je crois que qu'est-ce qui fait que moi, je suis ici, quand j'ai parlé de la résilience des femmes dans le livre d'Haïti au Québec, c'est que j'ai parlé de leur résilience. Et ma mère a eu beaucoup de résilience ici avec nous, de son parcours, de recommencer ses études. Et je crois que c'est de rester attaché à nos valeurs. Les familles haïtiennes ont leurs propres particularités et leurs valeurs. Et le fait de s'y attacher permet de persévérer davantage. Parce que si on reste attaché à ces valeurs-là, je trouve que ça va nous inspirer à vouloir se surpasser. Et l'autre truc que je voudrais, c'est de faire confiance, de croire en nous avant parce que si on ne croit pas en nous, comment on veut que les autres croient en notre propre potentiel? Donc, il faut être capable de croire en soi pour pouvoir avoir de l'assurance, de la prestance. Et là, même si au début tu bluffes, mais à la fin, à force de faire des choses, tu vas devenir la grande dame que tu veux devenir. Donc, de te faire confiance à tes aptitudes pour que les autres puissent être capables, parce qu'ils ne vont pas te donner ta chance si toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Donc la confiance en soi. Merci pour ce conseil. Donc, le livre d'Haïti au Québec, quelques parcours de femmes, termine en 2000. Nous sommes en 2022. Selon vous, Angela, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une deuxième partie à ce livre? Je crois que oui. Premièrement, je voudrais voir où ils sont rendus, où ces dames présentement, voir qu'est-ce qu'ils ont accompli. Qui c'est un documentaire à venir? Et justement, je trouve qu'il faudrait avoir un documentaire sur ça et même rajouter la relève, voir vraiment le parcours. Parce que même si nous, on n'a pas marqué, on n'est pas parti d'Haïti au Québec, mais l'évolution de la relève de ces personnes-là au Québec. Est-ce que ça a eu un impact, qu'ils ont été des piliers et comment ça a impacté la communauté haïtienne? Les enfants des autres générations, de la génération après. On se dit à suivre. À suivre, effectivement. Merci un documentaire qui serait un bon projet pour toi. Oui. Merci. Et à suivre. Et à très bientôt. Puis bonne continuation. Merci beaucoup. Pour surtout le doctorat et tes réalisations personnelles. Merci, je l'espère bientôt, en 2023, c'est sûr. Merci.